Alors, parmi les notions délicates de ce chapitre, il y a ce qu'on appelle les sites interstitiels de la maille cubique face centrée. C'est la maille au programme, donc on va vraiment la décrire en détail. Et ce qu'on appelle les sites interstitiels, c'est la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'il y a de l'espace? Puisque on a vu que même dans une structure cubique face centrée, qui est pourtant compacte, il y a encore 26% du volume disponible qui n'est pas occupé. Donc il y a des cavités. Ces cavités, elles ont un nom, hein, on les appelle les sites interstitiels, et on va distinguer deux types de sites dans la structure CFC, qui auront deux géométries un peu différentes, les sites tétraédriques et les sites octaédriques. On va commencer par les premiers, qui sont les plus nombreux. Les sites tétraédriques sont en fait au centre d'un tétraèdre, un tétraèdre formé par les atomes du réseau. On sait qu'il y a déjà des atomes dans le réseau, et il y a un peu d'espace au centre de certains tétraèdres. Alors je vais vous représenter la structure cubique face centrée, de façon à ce que vous y voyez un peu plus clair. Donc la structure, c'est toujours la même, hein, avec la maille élémentaire, vous voyez, qui est de paramètre grand A, qui est cubique. Voilà, je représente les atomes qu'on ne voit pas en pointillé, ceux qu'on voit en trait plein. C'est pas obligatoire ça, mais bon, hein, ça permet de mieux représenter dans l'espace. Voilà, et il ne faut pas oublier celui de derrière qui est en pointillé. Voilà, donc là on a la structure cubique face centrée de base. Alors là vous voyez que j'ai dessiné un petit cube d'arête A sur 2. Et ce petit cube, sachant que le paramètre de maille c'est A, hein, ça c'est A sur 2, et ce petit cube-là, en fait, il y a 4 sommets qui sont occupés par les atomes du réseau. Et au centre de ce petit cube, il y a un peu d'espace. Un peu d'espace, espace dans lequel on peut venir mettre des choses, et en particulier, on peut se demander si on peut venir mettre un petit atome, hein, un atome qui serait évidemment plus petit, au centre de cette cavité, sans perturber le réseau des atomes bleus. Voilà. Et pourquoi on appelle ça un site tétraédrique? Eh bien parce qu'il est au centre d'un tétraèdre qu'on va représenter ici en pointillé. Hein, je vais relier les 4 atomes qui forment le tétraèdre. Voilà. Et là, vous voyez apparaître finalement un tétraèdre avec au centre, vraiment au centre du cube, un peu d'espace qu'on appelle le site tétraédrique. Alors ce site, il y en a combien dans une maille? Alors on peut les compter, en réalité c'est très simple, hein. Il y en a autant que de tétraèdres, et les tétraèdres, il y en a en prenant chaque fois un cube d'arêta sur 2 qui contient 3 atomes au centre des faces et un au sommet. Donc en fait, si vous déplacez ce cube-là sur chacun des 8 sommets, bah, vous avez à chaque fois un site T, hein, au centre du petit cube d'arêta sur 2. Donc il y en a 8 en fait, hein. 8 qui est un ici, un là, un derrière, et puis les 4 au-dessus. Voilà. On va calculer la taille d'un site tétraédrique, qui est le paramètre le plus important, c'est-à-dire en fait quelle est la taille maximale de la sphère qu'on va pouvoir mettre dans cette petite cavité. Pour ça, il faut avoir un peu de vision en 3D. On sait déjà que les atomes bleus forment un réseau compact, autrement dit que les atomes bleus se touchent le long de leur ligne de plus courte distance. Autrement dit, les atomes bleus de rayon R, ils sont tangents le long de cette droite. Ça, on avait déjà étudié la chose, puisqu'on avait calculé le lien entre le rayon d'un atome et puis le paramètre de maille. Mais on a encore autre chose, c'est le site tétraédrique, du coup, quel rayon il a, quel rayon maximal de cette sphère au point rouge peut-on mettre pour que ça rentre sans avoir à déformer le réseau, c'est-à-dire en fait pousser les atomes bleus. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est identifier la ligne de plus courte distance entre la sphère qui serait placée ici et l'une des sphères du réseau. De toute façon, tout ça c'est équidistant du point rouge, donc on peut prendre n'importe lequel. Et on va identifier cette droite que je vais ici représenter en vert. Hein, alors je vais le représenter plutôt ici. Voilà. Droite que je représente en vert. Entre
un atome qui est là et le site tétraédrique, le centre du site tétraédrique. Donc, on a ici le rayon du site tétraédrique plus le rayon d'un atome qui doit être en fait inférieur, on va mettre une inégalité, qui doit être inférieure à cette distance-là. Donc cette distance-là, la distance verte, qui est égale à en fait le quart de diagonale du cube complet ou la demi-diagonale d'un cube d'arêta sur 2. Alors la diagonale d'un cube, c'est racine de 3 fois le côté de ce cube. Ici, c'est la demi-diagonale, donc racine de 3 a sur 4. Voilà, c'est la longueur de la droite verte en pointillé. Et donc, il faut que le rayon au centre du site tétraédrique soit en fait inférieur à racine de 3a sur 4 moins r. Alors, c'est pas très parlant parce qu'il y a a et r, donc on va en fait remplacer a par ce que ça vaut pour l'exprimer en fonction du rayon du réseau de base, pour voir un petit peu, comparer, vous voyez, le rayon de l'atome qu'on peut mettre au centre du site T, et puis les rayons des atomes constituant le réseau, CFC. Alors pour ça, il faut remonter un peu, et il faut se rappeler qu'on a cette loi-là, R qui vaut racine de 2 sur 4A, alors nous on va l'inverser en disant que A c'est 4R sur racine de 2. Or, A égale 4R sur racine de 2. On l'a vu au-dessus. Donc finalement, RT doit être inférieur à racine de 3 sur 4 fois 4R sur racine de 2, ce qui fait finalement racine de 3 sur racine de 2 R moins R, ou encore racine de 3 sur 2 moins 1 R. Alors racine de 3 sur 2 moins 1, ça fait en fait 0,22. Donc, pour que le site tétraédrique soit occupé, il faudrait que le rayon de la petite sphère qu'on met ici soit inférieur à 22% du rayon des sphères occupant le réseau. Alors c'est très très faible, et en réalité, le rayon des atomes de tout le tableau périodique est relativement comparable, et il y en a peu, j'allais dire il n'y en a pas pour des solides, qui soient si petits que ça. Donc en réalité, quand vous avez des sites tétraédriques qui sont occupés, ça veut simplement dire que en réalité le réseau bleu il n'est pas compact. Les atomes bleus sont pas tangents. Ce qui va être tangent, c'est plutôt en fait l'atome ici et l'atome au centre du site T. Donc voilà, tout ça pour dire qu'un site tétraédrique dans une structure cubique face centrée compacte, c'est petit, et qu'en réalité, il faudrait une structure cubique face centrée non compacte pour pouvoir mettre des choses dans un site tétraédrique. Voilà. Donc on a calculé la taille maximale du site tétraédrique, ce qu'on appelle la taille du site tétraédrique, sans déformation du réseau. Il y a un autre type de site qui est classique, c'est les sites octaédriques. Pour ça, on a besoin encore une fois de représenter le réseau de base cubique face centrée. Alors là, je ne vais pas les faire en pointillé, les atomes qu'on ne voit pas. Je vais juste faire tout ça en trait plein pour qu'on se repère. Voilà. Et celui derrière. Alors le site tétraédrique, on va le voir apparaître assez nettement. Il y en a un qui est très visible, c'est celui qui utilise les 6 atomes des faces. Alors vous allez voir pourquoi on appelle ça un site octaédrique. Si j'ai dit tétraédrique, c'est une erreur. Octaédrique. Voilà. La base centrale. Et puis le dessous. Voilà. Donc ça forme clairement un octaèdre, que vous voyez ici. Et au centre de cet octaèdre, il y a un peu de place. Et la place, le centre de la place, on appelle ça le centre du site octaédrique. Les sites octaédriques, on peut se demander où il y en a. Alors, il y en a un clairement au centre de chaque maille, mais il y en a aussi, en fait, sur chaque arête. C'est plus difficile à voir.
Mais comment on forme un octaèdre? On prend des atomes au centre de chaque face, et puis on regarde l'espace au milieu. Mais en réalité, si je le représente, je vais le représenter avec une autre couleur ici, par exemple en noir, si je repars d'ici, de cet atome-là, et que je commence à faire ça, voilà, eh bien, j'ai en fait un quart d'octaèdre ici. Alors là, je sors de la maille, mais j'ai un quart d'octaèdre, et en réalité, dans les mailles adjacentes, je peux faire un site octaédrique sans aucun problème. Donc là, il y a un autre site octaédrique qui est au centre de chaque sommet, au centre de chaque arête, pardon. Voilà. Donc, finalement, il y a combien de sites octaédriques disponibles dans une maille? Il y en a un douzième fois un quart, pardon, 12 fois un quart, je ne sais pas pourquoi j'ai dit un douzième, 12 fois un quart, les 12 voulant dire les 12 arêtes, hein. Un quart parce que chaque site octaédrique ici compte pour un quart dans une maille, et puis celui qui est au milieu, qu'il ne faut pas oublier, qui compte pour 1 dans la maille. Comment calculer la taille du site octaédrique? C'est simple, on va se demander quel est le rayon de l'atome qu'on peut mettre au milieu sans avoir à déformer le réseau des atomes bleus. Donc pour ça, la taille maximale, elle va être telle que le rayon de l'objet qu'on met au centre du site octaédrique et le rayon d'un atome vont être tangents le long de la droite de plus courte distance entre O et un atome. Alors ici c'est clair, par exemple, je le fais ici en noir, c'est cette distance-là. Et cette distance-là, eh ben vous voyez qu'elle est purement verticale ici et ça fait A sur 2. J'aurais pu prendre n'importe quel autre atome, et puis j'aurais trouvé A sur 2 aussi. Vous pouvez essayer de voir dans l'espace, il n'y a pas de problème. Donc finalement, pour qu'un atome puisse se mettre dans le site octaédrique, il faut que le rayon de ce qu'on met dans le site octaédrique plus le rayon d'un atome soit inférieur à la longueur totale disponible, c'est-à-dire A sur 2. Voilà, ça fait donc RO inférieur à A sur 2 moins R. Et puis on va remplacer A par ce que ça vaut. Hein. A, c'était 4R sur racine de 2. Voilà, ce qui nous fait finalement, le 4 se simplifie, il nous reste un racine de 2. Ça fait racine de 2 moins 1, R, ce qui fait 0,41 fois R. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a plus d'espace dans ce site octaédrique. On peut mettre une sphère plus grosse sans avoir à déformer le réseau. Bon, en réalité, ça reste faible, ça, mais a priori, il y a quand même une cavité un peu plus grande ici, dans le site octaédrique par rapport au site tétraédrique qu'on a étudié tout à l'heure. Mais assez souvent, les insertions au sein d'un site octaédrique se feront quand même avec des formations du réseau de base, parce que 0,41, ça reste finalement relativement faible par rapport à des rayons d'atomes qui sont déjà petits. Enfin, on aura du mal à trouver un objet qui est vraiment 41% de la taille des atomes du réseau de base, c'est extrêmement rare en chimie. Voilà, et pour terminer sur ce paragraphe-là, on peut voir quelques notions intéressantes sur ce qu'on appelle les alliages. Donc les alliages, ce sont en fait des structures cristallographiques particulières dans lesquelles on va placer différents atomes au sein du cristal. Et ces différents atomes, avec des proportions qui sont évidemment très différentes aussi suivant les alliages, peuvent conférer aux matériaux des propriétés mécaniques ou bien thermiques très intéressantes, et c'est très utilisé dans l'industrie, des propriétés de légèreté ou de résistance, ou bien d'anticorrosion aussi. Donc on peut utiliser deux types d'alliages par rapport à la cristallographie, des alliages qu'on appelle des alliages d'insertion. Donc des atomes étrangers sont en fait placés dans les sites interstitiels du réseau. Ça s'accompagne souvent d'une déformation, comme on l'a vu au-dessus, mais ce sont vraiment des alliages pour lesquels le réseau est occupé par les atomes de base, mais il y a parfois des atomes étrangers qui occupent certains sites. Et les alliages de substitution qui sont différents, pour lesquels en fait vous avez un réseau, mais parfois il y a un atome qui est remplacé par un autre. Voilà, un autre atome. Évidemment, ça suppose des propriétés chimiques assez similaires sur les atomes, parce que on ne peut pas mettre un atome à la place d'un autre comme ça en chimie, il faut qu'il y ait des propriétés intéressantes. Mais ça existe. Alors, à titre de culture, le programme le demande, je pense que c'est intéressant de le faire. Je vous propose de passer un petit temps là pour rechercher sur Internet
différents alliages, alors certains plus classiques que d'autres. Il y a vraiment une zoologie des alliages très impressionnante au niveau industriel, qui ont des domaines d'application très très variés, hein, de l'alliage super classique type inox utilisé en cuisine, mais il y en a bien d'autres, jusqu'aux alliages qui servent à faire les cadres de vélo, mais voilà, il y en a énormément, énormément, les instruments de musique aussi, mais dans l'industrie, il y en a plein. Donc je vous suggère de vous renseigner un petit peu sur ces alliages-là, qu'est-ce qu'il y a dedans comme type d'atomes, voilà. Regardez les plus classiques, hein, parce que notamment le bronze, le laiton, c'est quand même voilà, des alliages extrêmement courants. C'est important pour de futurs ingénieurs de savoir à quoi correspondent ces matériaux, mais vous pouvez aussi vous renseigner sur des choses un peu plus exotiques, parce qu'il y a des alliages très surprenants qui ont des propriétés intéressantes également. Voilà pour cette vidéo.